demain, plus tard, et voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de gérer la complexité. Alors, on a des compétences disciplinaires, là, il n'y a pas de souci, on sait rendre nos étudiants plus compétents dans notre discipline. On a des compétences transversales, on a parlé beaucoup tout à l'heure aussi en aparté de méthodologie. Voilà. Mais les compétences de créativité, de pensée critique, moi, c'est le côté pensée critique qui m'inquiète le plus, en réalité. Je pense que justement, il va falloir revenir à ça de toute urgence, parce que c'est bien d'être bombardé d'images, mais l'image est puissante. Prise de décision. Et ça, on les entraîne bien avec une pédagogie autre à la prise de décision, y compris en collectif, collaboration, autonomie et compétences éthiques. On a quand même, nous, réintroduit l'éthique, parce que le plagiat est un vrai problème, mais c'est surtout... et là, on est dans notre cœur de métier, finalement, la nécessité de donner ses sources. Moi, j'ai une étudiante russe qui m'a mis tous les tableaux du Louvre en soutenance de mémoire. Je ne voyais pas où était le problème. Et on lui a dit que le lendemain matin, si c'était encore présent sur YouTube, on annulait son diplôme. Maintenant, ce problème est résolu avec le temps d'interne. Exactement. Voilà. Alors, c'est résolu tant qu'il y a effectivement. C'est le CV et ça donne le pourcentage de présentation. Alors après, donc, on travaille dans votre projet. Alors, il reste une question, enfin il reste plusieurs questions intéressantes. Une des questions qui nous tient à cœur, nous, c'est la question de l'identité numérique. Parce qu'on a parlé, on peut donner son email, on comprend déjà beaucoup de choses pour chacun. On a nous aussi introduit une forme d'identité informelle et d'identité formelle. Comment motiver, c'est que l'étudiant est très content de mieux nous connaître, aussi bien que nous de le connaître un peu différemment. Par exemple, on lui demandait un CV, après on lui a demandé un CV Europass, on va lui demander un CV vidéo pour savoir quelles sont ses compétences comportementales. Et puis, on va produire une biographie langagière, parce qu'après tout, s'il parle 4 langues, c'est pas plus mal. S'il est biculturel, je ne sais quoi. Et puis après, une biographie médiatique qui va nous informer sur que lit-il, parce qu'on croit qu'ils ne lisent rien, mais ils lisent. Ils lisent autrement, ils lisent autre chose, et depuis quand et comment. Et la démarche du portfolio. Alors voilà un exemple de présentation qu'on appelle combination de manière informelle. C'est tout le temps un grand professeur d'université, mais qui se présente tout à fait autrement. Ce qu'elle apprécie, ce qu'elle n'aime pas. Voilà. Alors, je voudrais faire un petit focus sur le e-portfolio, qui est quand même une démarche qui, moi, à Paris 3, ça n'existait pas, cette démarche de réflexivité. Et dans le master que j'ai créé, je ne savais pas vraiment ce qu'était ce e-portfolio. J'ai vu arriver monsieur e-portfolio européen, Serge Ravet, et qui nous a dit que c'est incroyable que vous n'ayez pas ça à l'université. Et voilà, et je vous présente dans les grandes lignes ce que c'est. Vous me direz ce que vous en pensez, on est très intéressé par votre avis. Donc le e-portfolio, c'est un outil qui permet l'apprentissage réflexif. D'un côté, l'étudiant va faire un journal de bord. Il va accorder du temps, peu à peu, dans son apprentissage, à certains moments, faire le point. En fonction des connaissances qu'il a acquises et des objectifs de la formation, il va se réorienter, il va se réorganiser. Il va se rendre compte qu'il n'a pas assimilé certains points. Et donc, il va formaliser une sorte de critique sur ses pratiques. Donc, c'est un moyen de progresser dans son apprentissage, c'est un moyen aussi de valider ses compétences, c'est un moyen de valoriser ce qu'il sait faire. Il va faire ce qu'on appelle l'équivalent d'un pressbook, en fait. Il va montrer ses meilleurs travaux, il va se montrer sur son meilleur angle. Et donc, du coup, vous voyez, la motivation va grandir parce qu'il va se rendre compte qu'il a des points forts. Et ces points forts vont être valorisés par lui-même en tant qu'acteur. Et éventuellement, il peut réfléchir sur sa carrière, sur ses idées. Bon, alors il va collectionner les résultats, sélectionner. Bon. C'est un travail d'intégration qui va faire qu'il va relier des événements à la fois professionnels, personnels et des éléments qu'il aura appris dans sa formation.
a deux éléments, si vous voulez. L'élément de réflexivité. Au fur et à mesure, il va réfléchir à ses acquisitions. Et donc, quand on dit qu'il faut renforcer l'autonomie des étudiants, l'autonomie va être outillée par cela. C'est-à-dire qu'il va se sentir obligé, enfin nous c'est un module obligatoire maintenant, il a à faire ça. Ça fait partie d'une des tâches, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sa formation n'importe comment, il réfléchit à ce qu'il fait. Et donc du coup c'est structurant, et ça lui permet d'améliorer ses résultats, et les résultats de ses meilleurs travaux, il va les présenter. Excusez-moi, est-ce que la première étape pour établir un portfolio ne serait pas peut-être d'établir en amont un référentiel de compétences sur lequel se baserait? Ah, voilà, pardon. Alors, on a... Parce que sinon, il ne saura pas le faire dans un premier temps. Justement, on s'est posé la question. Et on s'est dit, effectivement, dans chaque cours, il y a des compétences à acquérir. Elles sont dans chaque cours. Et comme on a des étudiants hétérogènes, comme nous l'avons vu d'ailleurs hier, c'était très intéressant cette présentation, on a demandé à nos étudiants de présenter leurs compétences. La première année, on a eu ce type de document. Voilà comment une étudiante, c'est une Française, là, présentait ses compétences. Voilà ce qu'elle sait faire. Vous allez me dire ce que vous pensez de la présentation, parce que ça compte la présentation. Voilà, elle présente ses compétences. Elle a repéré, compétences techniques, elle donne des listes. Voilà une autre étudiante, l'année d'après, qui présente autrement. Ça ressemble à ce qu'on appelle un nuage de tags, en fait, ce sont des mots-clés. Et quand on appuie, enfin quand on clique sur un des mots-clés, on tombe sur son e-portfolio à elle. Elle se met en valeur parce qu'elle estime que quand on cherche un spécialiste de Moodle, on tombe sur elle. Et d'ailleurs, elle a été embauchée à l'Université de Savoie, elle venait de Roumanie. Donc la personne a dû bien repérer sa compétence dans ce domaine. Voilà ce qu'elle savait faire. Alors voilà l'an dernier ce qu'on a eu. On parlait de cartographie tout à l'heure avec une collègue. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est la première fois que j'avais une carte de compétences claire et nette qui comparait, moi je tremblais un peu, ce que l'étudiant apprenait à l'université et ce qu'il avait appris chez KTM, c'est une entreprise de serious game, de jeux sérieux, où on l'a embauché à partir du mois de mars. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a elle organise ça comme elle le veut, mais savoir théorique et procéduraux, savoir conceptuel, savoir technique, savoir relationnel. Et ça, cette partie, honnêtement, à l'université, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Le conceptuel, bon, on est habitué à ça, les savoirs théoriques procéduraux, mais communiquer, s'informer, se mettre en situation de projet, s'auto-former, qui devient une compétence. Travailler en équipe et à distance, ça devient une compétence. C'est une compétence qu'on acquiert, on ne peut pas l'avoir au départ. S'adapter, gérer les événements. Gérer les événements. Et il y a beaucoup d'événements, monsieur Runari. Être à l'écoute et communiquer pour renforcer et entretenir sa motivation. Vous voyez, ça sont des compétences dont on ne parlait pas chez nous, en tout cas, à l'Assemblée nouvelle, pratiquement pas. Est-ce que c'est lié aux technologies que vous les introduisez forcément? En tout cas, c'est lié, oui, assez lié aux technologies, parce que travailler en équipe et à distance, le et, tout est dans le et, c'est quand même très lié aux technologies. Le projet personnel, dans la mesure où on a des projets technologiques à rendre, c'est lié. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas se faire sans technologie? C'est à explorer, c'est possible. Moi, je pense que la démarche e-portfolio n'était pas une démarche liée intrinsèquement à l'enseignement à distance. Vous pouvez l'adopter, y compris en présentiel. Simplement, les outils sont technologiques, ils sont pratiques, ils sont bien organisés. Et là, on va rejoindre... Alors, si vous voulez, vous avez des compétences et vous devez, dans l'outil, grâce aux outils dont on a parlé tout à l'heure, grâce aux outils, vous allez proposer les preuves. Parce que c'est bien de dire qu'on est extraordinaire dans un CV. Ils sont tous extraordinaires, nos étudiants qui postulent. Mais après, quand on les met en entreprise, parfois il peut y avoir des surprises. Donc là, il faut donner des preuves. Par exemple, ce qui nous a beaucoup secoué quand même avec ça, c'est que lorsqu'on nous rend un travail, on peut obtenir
une version parfaite, entre guillemets. Si on est suédois qui appellent ça version parfaite, ça veut dire qu'ils vont refaire leur travail jusqu'à ce que ça soit acceptable, dirait-on en France. Oui, on est toujours un peu négatif. Et après, ces travaux peuvent rester. Alors, je pose un problème quand même. C'est-à-dire qu'après avoir été les généreux donateurs, enfin, on est toujours un peu insouciant quand on lance un concept, on ne se rend pas toujours compte des problèmes. On a eu un grave problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on laisse des traces sur Internet et qu'il faut distinguer le privé du public. Et ça, on a appris à le faire maintenant. C'est-à-dire qu'on exige des parties publiques du e-portfolio et des parties privées, mais bien distinctes. Et ça, c'est un apprentissage important pour nos étudiants. Ils n'ont pas toujours conscience de la frontière. C'est intéressant. Voilà, donc il peut y avoir un e-portfolio personnel, et nos étudiants ont pris l'initiative de créer un e-portfolio collectif. Si vous voulez, ce qui est intéressant, au fond, c'est que jusqu'au mois de janvier, la balle est dans notre camp, nous, professeurs. À partir du mois de janvier, laissons-les faire. Et on sera très surpris des initiatives structurantes, positives et du travail gigantesque qu'ils vont mettre en place. Et bon, je vais vous donner peut-être un exemple. Bon, il reste des problèmes juridiques peut-être. Le e-portfolio collectif a une fonction. Voilà finalement ce qu'une étudiante a créé. Elle a pris les e-portfolios de tous ses camarades et elle a créé la page publique du master, c'est-à-dire l'ensemble des portfolios. Et vous voyez que vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à la place de vos cours. Vos cours ne disparaissent pas. Vos cours se retrouvent simplement dans des termes différents. On ne reprend pas tel et tel cours. On reprend les liens entre les cours. Ils arrivent à faire émerger les notions fondamentales, transversales au cours. Par exemple, concevoir un dispositif, gérer un projet. Voilà, médiatiser des contenus, tout ce qui est technique va se retrouver là. Donc il recrée une cohérence qui parfois n'est pas évidente, y compris pour nous. On est assez cloisonné finalement dans nos enseignements, y compris dans un même diplôme, parfois, malgré les réunions pédagogiques. Et en reprend. Oui, pardon. Vous connaissez les étudiants, Ah, je les connaissais. Je les connais absolument. Elle est sénégalaise, non? Oui, elle est sénégalaise. Et Zora, elle est algérienne ou... Elle est algérienne en France, deuxième génération. Elle est française. Elle est française. C'est elle qui a pris l'initiative. Anthony de Macedo est français, bon, etc. D'origine italienne. Oui, mais ça, c'est Monsieur Tout le Monde en France. Je m'appelle bien Milstein. D'accord? Oui, notre promotion, c'est ça. Et c'est maintenant le monde dans lequel nous vivons. Peut-être moins chez vous, mais je n'en suis pas sûre. Chez vous aussi, il y a beaucoup de pluralité, de mélange. Mais c'est ça la richesse. Voilà. Un exemple de portfolio individuel cette fois, vous voyez, elle se met en scène pour trouver un travail. Et pour trouver un travail, elle le fait comme elle veut. C'est pas moi qui vais lui dire. Alors ils ont trouvé un autre outil qui s'appelle Pearl Tree. Elle a voulu le présenter ses compétences sous une autre forme. Et voilà. Et elle a trouvé un travail, sans problème. C'est elle qui... elle est conceptrice pédagogique. En anglais, c'est ça la traduction. Voilà, conceptrice pédagogique. Voilà, elle a trouvé un emploi sans difficulté. Sans aucune difficulté. Voilà, parce que quand on montre ces compétences-là, et c'est pas du blabla, on arrive pour trouver un emploi et on a fait ça. Et c'est pas ça. Bon, alors, je vous engage à utiliser le portfolio. L'outil pour les étudiants, là, je ne sais pas quel outil vous utilisez. Eux, ils ont opté pour WordPress, finalement, après avoir essayé. Bon, chacun a sa religion de l'outil. L'outil n'a pas d'importance en tant que tel. Ça n'a pas... Bon, moi, je ne vais pas faire de guerre sur les outils, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est modifié par cet outil? Est-ce que vraiment il y a des choses qui se sont modifiées? Et aujourd'hui, c'est un peu la mode d'utiliser cet outil, y compris pour les enseignants, pour valoriser les compétences, même chez les enseignants.
moi je ne sais pas.